Bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission consacrée au bien-être du corps et de l'esprit pour mener à bien leur grossesse et pour surtout avoir des grossesses épanouies. De plus en plus de femmes font appel à une doula. Quel est le rôle de cette personne et en quoi consiste sa fonction? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Myriam Kanaan. Myriam, merci beaucoup d'être là. Merci à vous, Sabel, de me recevoir. Alors, la première des choses qu'on aimerait savoir, qu'est-ce qu'une doula? Alors, une doula est une femme qui est au service de la femme enceinte et son entourage, donc pendant la grossesse, mais également en postpartum et puis parfois pendant l'accouchement. Elle est au service de la femme, du couple, elle va leur donner des informations, elle va les écouter et les soutenir ensuite dans leurs projets de naissance et de postpartum. D'accord, alors quelle est la différence par exemple entre une doula et une sage-femme qui est aussi censée accompagner la femme durant sa grossesse? Alors, ce sont deux métiers très différents. La sage-femme va être principalement là pour le suivi, on va dire, médical, même si elle prépare également, évidemment, la femme enceinte, dans certains pays en tout cas, à l'accouchement. Et elle va faire le suivi, en fait, de la femme en postpartum et durant toute la vie. La doula, elle, pour le coup, ne rentre pas du tout dans le champ médical. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais prendre l'attention d'une femme que j'accompagne pour lui dire « Ah bah tiens, ton médecin t'avait dit que tu faisais de l'hypertension, ça serait bien qu'on surveille ça. » Non, je ne vais jamais établir de diagnostic. Encore moins donner des conseils pour prendre tel ou tel médicament ou ne serait-ce qu'appliquer une petite pommade. Il y a une approche holistique dans ce métier que vous exercez. Qu'est-ce qui entre dans les fonctions d'une doula? Alors, il y a plusieurs façons d'exercer en tant que doula. Bon, d'abord, avant tout, on va offrir de l'écoute. Une écoute bienveillante et non jugeante. C'est extrêmement important que le couple puisse venir s'exprimer, venir parler de leurs projets, de ce qu'ils souhaitent, puisque parfois, dans l'entourage familial, eh bien, on va se retrouver un petit peu jugé ou, on va dire, avec des pensées limitantes qui font qu'on ne va pas pouvoir exprimer en fait tous ses souhaits. Et du coup, la doula est là pour ça, donc écoute, même si nous ne sommes pas des thérapeutes. Et puis après, on peut se former à plusieurs autres services, tels que le massage prénatal, par exemple, que j'exerce, un soin en postpartum, on peut apprendre aux parents à masser leur bébé, on peut les aider à donner le bain en postnatal, puisque en tant que jeune maman, ou moins jeune maman pour ma part, voilà, on a cette expérience, on a moins peur, et puis on va être là pour les accompagner toujours, pour leur donner en fait les armes pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Alors, la première fois qu'on a entendu parler de ce terme, c'était avec des stars américaines qui faisaient appel, on va dire, à des femmes comme vous pour les aider durant leur grossesse. Et ça pouvait aller jusqu'à dire que telle chanteuse ou telle actrice appelait sa doula parfois à 3 heures du matin pour dire j'ai besoin que tu me racontes une histoire pour me relaxer et tout. Donc, on avait l'impression que ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens. Est-ce que c'est le cas ou alors est-ce qu'on reste quand même dans un certain cadre, on va dire? Chacune va mettre son cadre. Alors, en l'occurrence, je ne suis pas appelée par des stars. À 3 heures du matin, non? Non, à 3 heures du matin, si, je suis appelée parfois à 3 heures du matin ou à n'importe quelle heure pour aller assister à un accouchement pour soutenir physiquement et mentalement la femme. Mais après, chacune va donner ce qu'elle a bien envie de donner, ce qu'elle peut donner. Quand on a une vie de famille, puis une vie tout court, voilà, c'est un petit peu compliqué de répondre juste pour raconter une histoire et détendre. En revanche, voilà, chacune va mettre ses limites. C'est-à-dire qu'on va avoir chacune son cadre de référence et ses limites, et puis on va faire avec ça. Donc vous êtes orientée sur le bien-être de ces femmes, c'est Oui, ça? tout à fait, tout à fait. Une femme qui va être par exemple très stressée, on va peut-être davantage axer en fait l'accompagnement sur ce qu'elle peut faire pour plus se détendre. On va travailler parfois la respiration. Il m'arrive même de faire des petits bercements en fait à la femme en fait avec un foulard qu'on appelle le rebozo qui a des origines mexicaines. Mais voilà, c'est une chouette façon de l'aider à se détendre. On peut faire de la relaxation parfois. Et puis, d'être déjà écouté, soutenu, c'est informé. Pour la majorité des femmes, c'est un grand pas vers une grossesse plus apaisée. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant on va dire, dans une société où la famille est très présente normalement aux côtés de la femme lorsqu'elle est enceinte, qu'elle attend un bébé et même après, qu'il y ait quand même un besoin d'écoute, mais on va dire une écoute différente, on va dire, de ce que la famille peut apporter. Et oui, parce que je n'ai pas de parti pris.
C'est-à-dire que ce n'est pas mon accouchement, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma sœur, il n'y a pas d'ego là-dedans. Donc du coup, il ne va pas y avoir de parti pris. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de jugement, on n'est pas dans le jugement. Certainement pas de jugement. Je veux dire, même s'ils vont faire des choix différents de ce que moi j'ai pu mettre en place pour mes enfants, c'est leur histoire. Le tout, c'est qu'ils aient l'information et qu'ils n'aient pas le sentiment de subir, qu'ils aient l'expérience la plus positive possible en fait de cette période qu'est la périnatalité, qui est très délicate parfois. Donc le but, c'est vraiment juste de leur permettre de faire leur choix en conscience. J'ai toujours, moi, je ne vais pas vous apprendre à accoucher. Accoucher, tu sais faire. Tu n'en as pas conscience aujourd'hui, mais ton corps sait le faire. On va voir ensemble comment faire en sorte que, que tu ne subisses pas les contractions, qu'au contraire, en fait, voilà, on va faire de l'empowerment. On va, et je vais pas être là, tu sais, tu vas y arriver, toutes les femmes avant toi l'ont fait. Là, on est dans le déni de ce qu'elles ressentent si elle a peur, par exemple, parce que certaines femmes ont peur. Pour pas mal de femmes, c'est clair. Voilà, ça va être la peur. Ça va être accueillir cette peur. D'accord. Et alors, à quand remonte l'apparition des premières doulas? La doula, on va dire, alors c'est un terme qui vient du grec ancien qui désigne la femme, on va dire la femme esclave. C'est celle qui était tout le temps là auprès de la femme pour la faire belle, pour voilà, pour le quotidien. Si dans vos compétences? Non. Après, bon, si elle a envie que j'ai fasse un brushing en postpartum, que je suis avec elle, why not? Moi, le tout, c'est qu'elle soit bien. Mais en réalité, elles ne me font pas appel pour ça, et encore moins au Maroc. Donc, c'est un terme qui a été utilisé par Dana Raphael en 1973 pour parler en fait de mère expérimentée en Philippines qui était là pour la transmission de femme à femme. Depuis, ce terme a été réutilisé toujours aux États-Unis, donc toujours dans les années 70, années 80, premier cercle de femmes à New York pour le soutien au postnatal. En 1992, création de DONA, Doula of North America, donc les doulas d'Amérique du Nord. Et c'est de là que c'est parti. Donc un mouvement anglo-saxon à la base, et puis ça a été exporté un peu ailleurs, en Europe, et puis aujourd'hui... ça a été mis un peu en stand-by à un moment donné, ou alors ça a toujours continué? Parce que à notre niveau, c'est quand même un phénomène assez récent. Oui, au Maroc, c'est un phénomène récent, puisque jusqu'ici, la transmission de femme à femme se faisait très naturellement. Mais il y a eu une hypermédicalisation des naissances pendant tout un moment au Maroc. Les grands-mères, du coup, futures grands-mères qui travaillent, qui sont un peu moins disponibles par la force des choses pour leurs filles. Et du coup, et puis un retour au naturel dans tout ce qu'on entreprend aujourd'hui dans nos vies, et y compris du coup pour les naissances, comment nourrir aussi son enfant dès qu'il naît, donc un retour à l'allaitement. Et c'est comme ça qu'est réapparu, on va dire, le besoin d'être, ou plutôt, où est apparu le besoin de faire appel à une professionnelle en fait. D'accord, alors professionnelle justement, comment est-ce que l'on se forme au métier de doula? Ça prend combien de temps? Quelles sont les compétences qui sont exigées de la part du corps vis-à-vis de femmes comme vous? Alors, ce n'est pas un métier reconnu. Donc, il n'y a pas de règle, on va dire, n'importe qui peut se proclamer doula. Maintenant, je recommande fortement d'aller se former. Je me suis formée auprès de l'Institut des doulas de France et des formations, il y en a un peu partout dans le monde, en anglais, en français, en présentiel, en distanciel. Mais ce sont des associations en fait qui sont mises d'accord. Par exemple, en Europe, il y a European Doula Network qui se réunit tous les ans pour revoir les pratiques, pour se mettre d'accord sur certaines choses. Et par exemple, avec Doula de France, il y a une charte en fait qu'on doit signer pour justement s'engager à ne pas interférer dans tout ce qui va être médical, pour ne jamais établir de diagnostic, pour ne jamais faire un toucher vaginal et pour rester justement fidèle à ce qu'on nous a transmis. C'est une sorte de garde-fou pour pas qu'il y ait de dérive. Et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, j'imagine, entre le corps médical et votre corps à vous. J'ai envie de dire, c'est même pas une histoire de conflit d'intérêt, parce que ce sont des métiers complètement différents. Mais complémentaires. Oui, très complémentaires. Une sage-femme, même avec la meilleure volonté du monde, à moins d'avoir une patiente, ne peut pas rester avec sa patiente tout le long de l'accouchement. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui masque, qui écoute, qui aide à se relever, à se remettre à genoux, à quatre pattes. On agit tous pour le bien de la femme. Du couple, mais de la femme. C'est clair. Alors justement, comment se déroule une première séance lorsque vous rencontrez? Est-ce que les femmes viennent seules ou est-ce qu'elles viennent avec leur conjoint? Généralement, ça se passe comment? On va dire qu'une grande majorité, une très grande majorité des femmes que j'accompagne viennent avec leur conjoint. Alors, est-ce qu'elles viennent avec leur conjoint pendant
toutes les séances, pas nécessairement, mais j'ai toujours, si c'est lui qui va être là le jour J, en tout cas, il faut quand même qu'il assiste à un minimum de séances pour le prénatal, enfin pour le jour J, mais aussi quand on va aborder le postpartum, parce que ça aussi c'est tout un morceau, le postpartum pour la femme. Le papa retourne très souvent, très rapidement au travail, et puis c'est la femme qui se retrouve en fait seule face à toutes les casquettes qu'elle a et surtout d'une nouvelle casquette qui est celle de mère qui doit nourrir, s'occuper de son bébé, le changer, voilà, l'endormir. Et pour ça, la présence des papas est plus que recommandée. Alors, quelles sont les demandes qui reviennent le plus fréquemment, on va dire, avec vos patientes? Est-ce qu'on peut les appeler patients déjà? Avec les femmes qui vous sollicitent, quelles sont les demandes les plus courantes? Qu'est-ce qui revient? Alors, ce qui va revenir le plus, c'est le jour J. Je veux me préparer au jour J. Est-ce que je peux ne pas ressentir des douleurs, par exemple? Ce qui est impossible, évidemment. Donc, on va juste travailler à accepter qu'il y en aura. Moi, je n'ai pas de tabou par rapport à ça, je le dis tout le temps. Il y a une différence entre douleur et souffrance, en revanche. Oui, je peux avoir mal, mais gérer. Et par contre, souffrir, c'est encore autre chose. Donc, voilà. Comment gérer la douleur? Est-ce que le papa peut être présent? C'est aussi les pratiques locales. Voilà, parce que on a beau lire, se documenter, ça va malheureusement toujours être sur des référentiels européens, américains. Voilà. Vous parliez de stars américaines qui font appel à une doula, mais voilà, c'est ce que vont voir les femmes. Il y a aussi beaucoup trop d'informations sur les réseaux sociaux et donc du coup, ça va être aussi leur permettre de faire le tri dans toutes ces informations-là. Et du coup, ça va être, voilà, justement, je vais aller un petit peu droit au but, ne pas me perdre, comment gérer la douleur, comment ça se passe en fait en réalité en salle de naissance au Maroc, ne pas leur vendre non plus quelque chose qui va être peut-être impossible à obtenir et plutôt les préparer en fait à dialoguer avec leur médecin. Et parce que parfois on a de très bonnes surprises, le médecin n'est juste pas au fait parfois de certaines pratiques, tout bêtement. Parfois il y a des médecins qui vont découvrir certaines pratiques comme le clampage tardif, une fois le bébé né, et puis le médecin, ça ne le dérange pas de faire ce clampage tardif. Voilà, ça va être juste dialoguer pour encore une fois ne pas en entendre parler a posteriori, se dire mince, j'ai raté ça, j'aurais pu en faire bénéficier mon bébé, par exemple, ou j'aurais pu être mobile pendant l'accouchement. Voilà. Et puis après, pour le postpartum, évidemment, une question qui revient pas mal ces derniers temps, c'est la dépression du postpartum. Voilà. Beaucoup de femmes en ont peur. Je pense qu'on en parle peut-être un peu trop. Et voilà, comment anticiper? Est-ce que ça arrive tout le temps? Voilà. D'accord. Et du côté des papas, bien sûr, le travail d'inclusion que vous faites, est-ce qu'ils ont des demandes et ils ont des attentes? Quelles sont les craintes en fait que les pères peuvent avoir dans des situations comme celle-ci? Alors, pour le père, c'est une responsabilité puisqu'il doit déplacer sa femme à la clinique ou à l'hôpital. Donc, il est responsable de ça. Et du coup, souvent la première question c'est « Ok, mais pas que quand même hein. Non, mais si vous voulez, ce qui est vraiment les tracasses pour le jour J, c'est ça, c'est la logistique. Partir, la logistique, qu'est-ce qu'il faut avoir sur soi. Et puis, évidemment, ce qui va revenir quasiment tout le temps, c'est comment l'aider au maximum. Comment l'aider au maximum, mais c'est rigolo parce que toujours, ce qui va revenir en premier, c'est « Ok, mais alors quand est-ce qu'on part ?» Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont voir toujours des scènes en fait dans les films où la femme rompt la poche des os, c'est un seau d'eau qui descend d'un coup, et ils partent en urgence en fait à la clinique comme si elle allait mourir. Alors c'est dire déjà, c'est pas le plus souvent que ça se passe comme ça. Okay, selon les pays, en fait, il y a des statistiques. C'est souvent mieux organisé, plus sympa, plus soft. D'une part, et puis surtout, la femme ne va pas d'abord rompre les os la plupart du temps. C'est les stats américaines, Canada et États-Unis, c'est 90% de femmes qui commencent d'abord par avoir des contractions qui se mettent bien en place et ensuite elles vont rompre les os. Donc déjà, c'est démystifier certaines choses, leur donner justement des infos et des outils pour la gestion de la douleur pour qu'eux-mêmes ne subissent pas. Parce qu'on a beau dire c'est la femme qui accouche, mais pour le papa, ça peut être un stress aussi, forcément, mais oui. Qu'on a tendance à occulter, en fait, dans absolument, tout ce qui est médias, les articles et tout. Bon, on se focalise sur la femme parce que c'est quand même elle qui porte l'enfant, mais le père a un stress aussi. Myriam Kanaan, merci beaucoup pour ces éclaircissements et merci d'être venue. Merci beaucoup, Sabal, de m'avoir accueillie. Merci pour vos questions. Alors, je rappelle que vous êtes doula depuis 5 ans et que de plus en plus de femmes ont recours à vos services, c'est bien ça? Tout à fait. Bien, dans ma pause, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous.